Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute vous s'abonner à MBK TV. Alléluia na Alléluia na Yesu na Yesu Masia. Alléluia Yesu Masia. Alléluia na Alléluia. Pasi sokoli yo sopaki makila aina lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Bon, nous allons maintenant passer la parole à Papa King. Comme nous avons dit, c'est le beau-fils de Papa Emungu. Il est le mari de Maman Lucie. Maman Lucie Emungu. Bonsoir. Bonsoir. Je ne crois pas que c'est approprié de donner un témoignage pendant 4 minutes de quelqu'un que vous avez connu pendant 32 ans. J'avais 24 ans quand j'ai connu Papa Boniface en tant que beau-père, et aujourd'hui j'ai 56 ans. Je crois que les mieux, si vraiment il faut témoigner, les mieux, c'est écrire, pas seulement un livre, mais des livres, parce que ça dépend de quelle facette. Parce que Papa Boniface était multifacette. Ça dépend. Vous voulez quel témoignage? En tant que beau-fils, en tant que son ami, en tant que son partenaire, en tant que son partenaire en travail, en tant que consultant, en commun. Nous sommes allés dans la même université. Écoutez, pas au même moment. À des époques différentes. Il est parti dans ce qu'on appelait à l'époque, il a fait la faculté de sciences économiques, j'ai fait la même faculté. Il a fait la gestion financière, j'ai fait la même gestion financière. Ça c'est un premier partage, ce n'est pas encore les témoignages. Un deuxième partage de quelque chose en commun. Il aimait une fille, non, ne vous en faites pas. Il aimait une fille de tout cœur. Et il l'appelait ma première. Et moi aussi j'ai aimé la même fille de tout cœur. Et je l'ai appelée aussi ma première. Mais c'est différent. Parce que pour moi c'était ma femme, pour lui c'était sa fille. On s'est disputé des moments pour se la partager. Bon. Et puis il me l'a laissé. Mon témoignage, c'est sur son intelligence. C'est un beau-père. Quand vous avez un beau-père intelligent, vous devez tout faire pour être ou à son niveau ou dépasser un peu. Sinon on vous prend votre fille ou votre femme. Papa Boniface était très intelligent et je parle de façon professionnelle. Je vous ai dit qu'il y a des choses qu'on a partagées ensemble. Il était consultant à BCECO, je suis consultant. Un jour, il est venu en Afrique du Sud. Il m'a demandé d'aller le présenter dans les milieux financiers. Je l'ai amené dans les milieux financiers. On est parti à la Bourse de Johannesburg. On est parti à IDC, pour les gens qui connaissent l'Afrique du Sud. Et il m'a parlé d'un projet. Je le regardais. Je ne le reconnaissais plus pendant ce moment-là. Parce qu'il m'a parlé d'un projet de coton. Et il était structuré. Il avait une documentation, il avait tout ce qu'il fallait, mais sauf qu'il fallait des financiers. Pendant qu'on discutait, on est rentré à la maison, il est passé par le bureau, j'avais mon bureau à la maison à l'époque, il est passé par le bureau,
Et il a vu que j'avais un livre que j'avais acheté, je crois, au Maroc, sur la gestion de projet. Ce sont les choses qui n'attirent plus aujourd'hui, les livres. Ça n'attire plus. Surtout nous, les Congolais, on ne lit plus. Papa a regardé le livre. Il a dit, « Ah, mon fils, tu as ces livres ?» J'ai dit, « Oui, papa, j'ai ça. » Il a commencé à me parler. Il m'a parlé d'abord de lui aussi. Il m'a expliqué c'était quoi l'université de Lubumbashi. Il m'a expliqué la politique de l'université. Il m'a expliqué la GECAMINE. Et il m'a expliqué ses stages en Europe. Et il est rentré maintenant dans le projet. Il m'a expliqué ce qu'il faisait à Beseko. Je le regardais, je ne le reconnaissais plus. Ce n'était pas le beau-père avec qui on se partageait ou on discutait. Vous savez que vous avez perdu les livres. Parce qu'après, j'ai dit, papa, prenez carrément les livres. Il a pris le livre, il m'a dit, mon beau-fils, tu ne sais pas ce que tu fais. À tout moment, quand je venais à Kin, je m'appelle à l'époque, je rentre un peu en arrière, Bine, tu étais là, quand on est venu installer les bureaux de papa en tant que consultant. À l'époque, quand on avait encore les gros ordinateurs là, avec ventre et console et tout, on est venu dans cette chambre-là, avec Bine, tu te rappelles, on a installé le bureau et tu es tout là, on dit, papa, tu es consultant. Ça, c'est vraiment à l'époque. Après, bien sûr, on a changé, on a mis le laptop et tu es tout là quand la technologie a changé. Je ne veux pas pérenniser la parole, mais ce que je voulais seulement dire, papa Boniface, c'était un homme intelligent. Intelligence scientifique, ça, il était très intelligent. Merci. Vraiment, c'était un homme à admirer. Hein? Très intelligent, parce qu'on en a parlé, on en parlera encore, qu'il était vraiment très intelligent. Mais il était simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des autres, il est intelligent. Mais bon, tout le monde, il doit montrer à tout le monde qu'il est intelligent. Mais lui, il est intelligent, il était intelligent, mais il était simple, très simple. Et c'est quelque chose qui me fascine encore davantage. Parce que moi, le temps que j'ai à les côtoyer, à parler avec lui, je voyais qu'il était simple. Mais seulement, je savais qu'il m'aimait. Mais cet aspect intelligence, je ne savais pas. Et je l'ai vu seulement peut-être un intellectuel. Lorsqu'un intellectuel parle d'un homme qui est intellectuel, c'est qu'il est vraiment intellectuel. C'est qu'il est vraiment intelligent. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le pasteur Lushima est toujours là. Il n'est pas encore là. Ainsi, en commençant par ajouter quelque chose sur ce qui a été dit. Un père aimant jusqu'à conseiller aux autres enfants de ses enfants sur la bonne voie à suivre. Je suis ami de la famille. Hein, donc, il y a Papi, Claude, Junior, Isa. Moi, je suis un natif de Banda. J'ai été obligé de me tenir ici devant vous pour témoigner, parce que je m'étais dit que aller sans rien dire, c'était pour moi quelque chose d'inconcevable. Hein? Et d'ailleurs, la Bible nous dit d'être reconnaissant sur le bien qui nous a été fait. Papa Mungu m'a donné plus que de l'argent, plus que de l'or. Papa Mungu m'a donné un conseil sur mes études. Alors que j'étais encore diplômé, j'étais à l'université, à l'école secondaire d'ailleurs. Je serai quelqu'un. C'est l'une de rares personnes, à part mon père et mes frères, ma famille biologique, qui a eu à me donner des conseils qui sont restés et qui ont porté du fruit. Parce qu'aujourd'hui, les études sont finies et au moment où je vous parle, je gère une agence dans une société de la place. Et c'est pour moi un honneur de venir pour dire ce que Papa Mungu a fait pour moi. Voilà, je ne pouvais pas me taire. Et
ce qu'il a pu faire pour moi. Parce que ce qu'il a fait, je ne pourrai jamais le rendre à prix d'argent. C'est impossible. Je vous remercie. Là, il n'y a pas de mots. On va seulement dire mais ici, vous voyez qu'il y a des arguments, il y a des mots, il y a des choses. Hein, il y a des choses qui passent, qui se passent. Parce que moi-même, j'ai témoigné moi-même. Je sais la dernière fois que j'avais parlé avec lui, je sais, nous avons parlé, et je sens, lorsqu'on m'a dit qu'il est mort, j'ai dit, il faut Nazalawana. Il faut Nazalawana pour Pesangaï programme, il faut Nazala. C'est un honneur pour moi, pour Namekata pour modérer à 2 minutes. C'est un honneur pour moi parce que c'est un papa qui m'a coopté, il m'a adopté. Et je serai toujours reconnaissant parce que je vois qu'il y a des gens dans ce monde qui vous aiment. Non, rien. Parce qu'il a des beaux enfants. J'ai vu ces enfants, ils sont très beaux. Et il avait tout. Mais seulement il m'a dit, je veux que tu viennes. Je vais te prendre dans Wenga. Ah là, vraiment, ça me donne toujours la joie. Et c'est pourquoi j'ai dit, de tels gens, lorsqu'on témoigne en leur faveur, ce sont vraiment des témoignages. Et ce sont des bons témoignages. Alors nous allons continuer. Maintenant, nous allons écouter aussi l'un de ses enfants. Nous allons appeler Bin et Mungu, qui va témoigner aussi. Bonsoir la famille. Bonsoir. Je crois que c'est une opportunité vraiment pas de dire du bien de papa, mais de se souvenir d'un père. Des fois quand on dit du bien, c'est comme si tout ça pas ma faute. Là où on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Mais moi je viens ici me souvenir d'un père. Et ceci, c'est quelque chose que j'ai passé avec, que j'ai vu en papa dans les 10 dernières années. Mais ça s'est accentué dans les 3 dernières années. J'ai fait des études, par la grâce de Dieu. J'ai fini comme médecin, je suis allé pour travailler en Afrique du Sud comme médecin. Et il y a quelques années, le Seigneur nous a demandé de commencer un ministère en Afrique du Sud. Et j'ai dit à papa, papa, je veux faire ce que Dieu me dit de faire. Nous allons commencer un ministère. Il est venu dans ma maison, il a trouvé une église dans ma maison. Une église de 4 personnes. 4. Papa m'a dit, mon fils, je te soutiens dans ce que tu fais. Je prierai pour toi. Si j'avais des millions dans ma poche, je te donnerai pour que tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Ça, je vous dis les mots de la propre bouche de papa. Et nous avons commencé à travailler. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé, nous avons acheté un endroit, nous avons bâti l'église et tout. Mais quand il était en Afrique du Sud pour les soins, il me disait toujours, je ne peux pas partir sans voir l'inauguration de ton église. Je ne peux pas partir. Mais malheureusement, cette période-là, c'était le confinement. On ne pouvait pas faire autre chose. Mais il me disait tous les jours, je ne veux pas partir sans voir l'inauguration de ton église. Je ne veux pas. Je tiens à voir ça. Moi, je prie pour toi, mon fils. Et enfin, il est rentré au Congo. Quand il est revenu, le confinement, on a allégé les mesures de confinement. Nous avons commencé les travaux. Nous avons commencé à faire les travaux. Et papa m'appelait pratiquement tous les 3 jours. Il me dit, mon fils, envoie-moi les photos de l'évolution des travaux de l'église. Tous les 3 jours, il m'appelait. Je devais lui envoyer les photos pour... Je veux voir comment ça évolue. Je veux voir comment ça évolue. Et quand nous avons fini les travaux, j'avais un pincement dans mon cœur. Quand on a commencé le travail, on a inauguré l'église. Papa ne pouvait plus revenir parce qu'il y avait des confinements, il y avait toutes ces histoires de voyage. Et Dieu merci, je lui ai envoyé les photos. Mais mon souci, c'est que, ma peine, c'est que
il est parti avec la soif de voir ce ministère commencer en Afrique du Sud. Mais il m'a toujours béni. Il a toujours béni ce travail. Il dit, je crois que Dieu va te bénir. Un jour, il me dit, je revenais du travail, je faisais une licence en théologie. Il me dit, mais tu commences encore à étudier. Je vois que toi, tu vas laisser ces histoires de médecins. Tu vas seulement te focaliser dans les choses des églises. Je dis, papa, je ne sais pas. Moi, je fais one step at a time. Je vais progressivement. Mais il me dit, toi là, je sais qu'un jour tu vas, parce que ça devient trop pour toi. Je dis, papa, je vais étape par étape. Alors, je suis venu pour témoigner ce que j'ai dit. Pas le bon côté, pas le bien de papa, mais un père qui voit son fils commencer à faire quelque chose. Il dit, mon fils, je te bénis. Mon fils, je t'encourage. Mon fils, fais ça. Parce que tu dois servir. Et il dit, ça va te permettre de pérenniser l'héritage de ta maman. Et je me souviens, c'est déjà resté comme un adage dans la famille. En 2012, de là où j'étais, on m'a invité pour prêcher dans une conférence à Lubumbashi. Quand on fait des publicités de la conférence, mon nom ici était là. Moi, je ne savais pas qu'on avait passé mon nom. Il m'a appelé. Il dit, mon fils, j'ai entendu ton nom à la télévision. Il dit, toi là, tu amèneras mon nom très loin. Et je crois que je garde ça comme un défi. Pour moi, c'est un défi de dire, mon père a toujours attendu à ce que moi, j'amène son nom très loin. Et par la grâce de Dieu, je le ferai au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est un témoignage de fils. Et un témoignage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de papa, mais quand bien est parlé, il y a 3 faits marquants qui ont marqué ma vie. J'étais à Lubumbashi un jour, on s'est chamaillé avec papa. J'étais jeune, je crois que j'avais 17 ans, 18 ans, on ne s'entendait pas. J'ai fui. J'ai dit, papa va voir, comme il fait ça, je vais fuir, je vais aller à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on ne se parlait plus. Et quand les années sont passées, long, hein, je dis en bref, les années sont passées, papa est venu me rejoindre, il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais que tu m'avais fait très très mal parce que tu portes le nom de ma mère. Le fait de partir, quel que soit le problème que tu avais, j'ai dit papa parce que tu n'allais pas me comprendre. Il dit, il fallait qu'on parle de ça, toi tu es parti. Comme ça, tu m'avais fait très très mal au cœur. Mais aujourd'hui, je te le dis parce que j'étais déjà pardonné. Ça, c'est il y a des années après quand j'ai déjà eu ma première fille. Et après quelques temps, je donne les grands faits marquants de ma vie par rapport à papa, ce qui m'avait touché. Après quelques temps, j'entre dans un mariage et ça ne marche pas. C'est papa qui m'avait soutenu pour quitter. Parce que pour moi, je disais, papa dit, je suis venu le voir, j'ai dit, papa, je ne sens pas ce mariage-là. Pour moi, je ne suis pas bien. Il me dit, je t'ai déjà dit, tu dois être libre. Déjà, toi, tu es une fille très intelligente. Tu n'as jamais pratiqué le journalisme. Tu es parti faire des enfants. Mais si toi-même, tu sens, tu dois partir. Parce qu'il aimait bien que ces filles soient des intellectuels, travaillent dans des... Il disait, tu es intelligent, tu devais être ministre, tu devais être député, tu devais être ça. Mais si tu sens que tu dois partir, donc il m'a encouragé dans un moment que c'est une grande décision de ma vie. Même maman m'avait dit, tu ne pars pas, tu vas souffrir. Je me rappelle, je suis parti à Soumbe quand il était à Bandal. Je suis allé le voir. Il m'a dit, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Il m'avait donné la bénédiction. Parce que je partais dans une destination inconnue. J'avais 3 enfants, je ne savais pas où j'allais. Mais j'ai dit que je pars. Mais c'était une décision très, très, très difficile de ma vie. Mais il avait prié pour moi. Il s'est levé, je me suis agenouillé, je n'oublierai jamais cette scène. Il m'a imposé les mains, il m'a dit, pars. Dieu va t'accompagner. Et c'est vrai, Dieu m'avait accompagné. Si je parle aujourd'hui, parce que je sais de quoi je parle. Dieu m'avait accompagné. Une 3e chose, c'est quoi? Papa me disait toujours que toi, tu es en Europe, tu es l'aîné, tu dois réunir tes frères et sœurs. Tu as tes frères à Londres, tu as des enfants là-bas. Toi, tu es l'aîné. J'ai dit, papa, on n'a pas le temps de se voir. Il voulait tout le temps qu'on soit ensemble. Quelqu'un l'a dit aussi ici. Papa, son dernier souhait, il voulait que ses enfants continuent à être unis.
C'est vrai qu'en Europe, c'est pas facile avec les distances et tout ça. Mais je me rappelais tout le temps, dès que je venais en vacances, il disait, tu as appelé Sandra, tu as appelé Junior, tu as appelé Claude, toi tu es là-bas, les gens d'Afrique du Sud sont ici. Mais toi qui es là-bas, c'est toi la grande, tu dois faire ça. Donc je me rappelle de ces 3 choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a des choses qui m'ont marqué, que papa me répétait souvent. C'est ça. Et si je suis parti en Europe, dans une destination inconnue, j'ai vu Dieu. Donc quand il s'était compliqué, Dieu m'a soutenu avec mes 3 enfants dans une vie, dans une vie de l'inconnu. Donc la parole d'un père, ça joue. C'est pourquoi quand un père dit quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons. Je ne voulais pas parler, mais j'ai beaucoup pensé à Pépé. J'ai pensé à notre enfance. J'ai pensé à Mémé. Et je me suis dit que je devrais parler de tous les moments que nous avons passés ensemble avec Pépé. Je me rappelle que lorsque nous étions enfants, à chaque fois que nous étions en vacances, c'est ici que nous passions tous nos moments de vacances. Et quand nous étions ici, on ne mangeait pas parce qu'on avait faim, mais on mangeait parce que Pépé décidait qu'on devait manger. Quand il était 8h, 9h, et qu'on ne nous a pas encore fait le thé, Pépé pouvait se fâcher. Pourquoi vous n'avez pas encore mangé? Vous allez perdre du poids. Chaque fois qu'on venait ici en vacances, on rentrait toujours, on avait pris du poids. Ce que j'ai retenu de Pépé, c'est que c'était un homme qui partageait beaucoup. Le peu qu'il avait, il pouvait le donner à ceux qui l'entouraient. Chaque fois que je venais ici, je ne rentrais pas sans qu'il me redonne quelque chose. Même si j'avais, je pouvais aller dans sa chambre, je dis Pépé, je rentre. Il me dit, tu as le transport? Je dis oui, mais donne-moi. Puis il dit, mais moi j'ai pas le transport, j'ai pas d'argent, je travaille pas. Il dit oui, mais donne-moi seulement ce que tu as. C'était un homme qui programmait, qui avait le sens de la gestion financière. Il pouvait me dire, il arrivait de fois où on parlait pas très souvent avec lui, comme mon frère, mais le peu de temps où il arrivait qu'on parle, il me disait voilà, j'attends l'argent. Il me parlait, quand on parlait avec lui, c'était souvent sur le domaine de l'argent. J'attends qu'on me paye, je dois faire ceci, je dois voyager. Une fois, je lui ai dit, Pépé, quand tu iras faire tes plantations à Maniema, il faut m'amener comme ça que j'aille voir le village. Il a souri, il a dit, toi aller au village, tu vas souffrir là-bas. C'était un homme qui blaguait beaucoup. Et nous avons passé des bons moments avec lui. Nous avons passé des moments merveilleux avec Pépé. Lorsqu'on avait envie de rire, on disait, bon, dimanche, on va aller chez Pépé. Parce qu'on savait qu'il va nous injurier des Bassenji. Et puis il va nous dire que voilà, vous, les Bakusu, ceci, c'est ça qui nous faisait du bien en fait. Et on venait pour entendre seulement ça. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Qui devait témoigner, il n'est pas là. Alors, le programme continue parce qu'il y a cette partie des témoignages que nous avons eus, mais il y a aussi d'autres parties qui vont suivre. Nous les disons, il n'avait pas totalement coupé avec les racines. Hein? Il n'a pas totalement coupé avec les racines. Parce que lorsqu'il me parlait de Wenga, c'est-à-dire qu'il a toujours ces racines-là. Hein, qu'il était toujours de ces racines. C'est pourquoi, à un moment donné, il y aura les Lokome, il y aura tout ça, pour que nous puissions continuer. Mais il y a de cela, il faut que je calcule, c'était au mois de décembre de l'année dernière. 3 mois avant ça, papa mettait une pression tellement terrible. Il me disait que, parce que papa m'appelle Moïse. Je lui dis que Moïse, il faut que tu viennes au pays. Je lui dis que papa, il faut qu'avec le confinement, avec tout ce qui se passe comme insécurité là chez nous, alors c'est compliqué. Et il répliquait à chaque fois pour dire que non, écoute, je sais que c'est compliqué, mais fais de ton mieux et il faut que tu viennes. Il insistait. Alors, j'avais eu à partager avec les 2 frères avec qui nous vivons à Londres pour dire que, alors,
papa est en train d'insister qu'on parte. Entre vous deux, qui veut m'accompagner sur Kinshasa de manière à ce qu'on puisse avoir des entretiens avec papa? Alors Junior ici présent m'avait dit que vieux, alors je vais avec toi. Et du coup, on s'est pris 2 billets pour qu'on descende sur Kinshasa. C'était le 29 que nous atterrissions à l'aéroport de Njili. Et le 30, on était avec papa. On l'avait trouvé là, assis là-bas tout seul. Et papa savait que moi je venais, mais c'était une surprise. Et on ne voulait pas que papa sache que Junior devait aussi venir. Et à l'arrivée, du coup, papa, parce que c'était un monsieur qui avait un franc-parler, parce qu'il n'allait pas par 4 chemins. Lui, le rouge c'était du rouge et le noir c'était le noir. Et au lieu de m'accueillir d'abord, il commençait à attaquer Junior. Mais ouais, mtoto, il dit, moi j'aime pas ça. Comment dit papa? Ok, il aime bien mtoto. Je m'excuse pour ceux qui ne savent pas parler le Swahili, parce que des fois, il faut garder l'authenticité du message. Alors, papa commençait déjà à s'attaquer sur Junior. J'ai dit, papa, pour qu'il aime bien mtoto, et puis on va discuter. Et après cela, c'était très bien. Il est entré dans son petit bureau pour dire, j'ai des documents il faut que tout discuter autour de ça. Non, papa, on vient à peine d'arriver, qu'on ait le temps de se reposer, et on va discuter. Non. Et il fallait faire une étude de comportement, et ça faisait tiquer. Pourquoi papa peut vouloir précipiter les choses comme ça? Parce que ce n'est pas de sa nature, papa d'habitude ne force pas. Alors on a discuté, pour ne pas entrer dans les détails, on a discuté, alors après cela on était obligé de partir. 2 jours après, il nous a dit qu'il faut qu'on revienne. Comme c'est déjà le 31, on a dit papa, qu'on attende les fêtes passer et on va venir. Le 2, au lieu de venir ici, on a dit papa, alors on t'invite en ville chez Flore parce qu'on va faire un dîner en famille. Tout papa était arrivé, il était en très bonne santé et il n'y avait pas d'inquiétude. On avait eu encore le temps de discuter. Ça c'est le petit témoignage de nos conversations avec papa. Mais avant, s'il faut faire marche arrière, on avait quitté le pays ici en 1997 pour partir pour Londres. Et Dieu nous a fait grâce que nous soyons parmi les jeunes Congolais qui ont pu percer à Londres pour ne pas faire une fausse modestie. Alors, derrière notre succès, papa, on trouve papa. Papa, chaque fois qu'il apprenait que nous devions nous rendre en mission de service, c'est chaque jour que papa appelait. Moïse, comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce que tu avais fait aujourd'hui? Dis-moi, tu discutes sur quoi? Alors on discutait, et je vois que mon beau-frère King est ici, on a aussi eu le temps d'en parler. Alors papa, c'était un monsieur qui m'a beaucoup soutenu dans ma carrière, dans ce que je faisais. Parce que comme nous sommes dans le management, et il s'y connaissait aussi, alors deux fois quand je perdais des pédales, je l'appelais, papa, écoute, écoute, il faut faire ça et ça et ça. Alors nous gardons un très bon souvenir de papa, parce que c'était un motivateur. Sur le plan familial, ça serait émotionnel, mais c'est pas mieux que j'en parle, parce que ça risque de me perdre un peu. Papa, excusez-moi. Voilà. Un peu d'encouragement. Un peu d'encouragement. Je vous remercie. Comme je disais, papa c'était un monsieur très direct. Et nous, avec nos enfants qui vivent à l'étranger, on a toujours, chaque fois qu'on cause avec eux, ils retiennent quelque chose de notre père. Parce que quand nous étions enfants, papa, chaque fois quand on faisait quelque chose de bizarre, de négatif, papa ne pouvait pas te parler directement. Il y avait des heures, comme tous les enfants de papa qui sont ici le savent, papa va attendre jusqu'à 2 h du matin. Il va partir et revenir jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin, voire même 4 h du matin pour qu'il te fasse un face-à-face. Et il nous disait ceci. Moi, je suis un papa très méchant. Moi, je ne joue pas avec les enfants. Et quand on a commencé à avoir des enfants, et un jour on racontait à nos enfants pour dire que non, notre père disait que non, il était un papa très méchant et qu'il ne jouait pas avec les enfants. Et chaque jour, nos enfants me disent, ah, papa, comment c'est possible pour que ton père te dise qu'il était très méchant? Je dis alors, sa méchanceté nous a forgés
et nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors tout ce que nous sommes, nous le donnons à papa. Nous étions ici ces 3 semaines et nous sommes revenus parce que nous pensons qu'il le mérite. Et il n'y a pas d'autre hommage qu'on peut donner si ce n'est que notre présence. Alors, je vous remercie pour ne pas me monopoliser la parole. Merci beaucoup. Et pour terminer, nous allons appeler papa.
MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute, vous s'abonner à MBK TV.